Matinée de la CRTV et nous parlons toujours culture, madame, monsieur. 2 siècles exhumés dans le cadre d'un livre, Vision et grandeur du peuple, Bamoun, du temporel à l'intemporel, tableau et texte sur la culture, la vie du peuple Bamoun. Madame, monsieur, ce matin, nous allons feuilleter le livre avec l'auteur Samuel René Péfoura, alias Sampef. Samuel René Péfoura, bonjour. Bonjour monsieur Anissé. Bienvenue. Merci beaucoup. Sampef, puisque c'est ainsi que vous signez vos tableaux, êtes-vous un artiste de l'écriture ou un artiste qui fait de l'écriture? Disons que je ne suis pas un artiste qui fait de l'écriture, je suis plutôt un artiste qui inspire l'écriture. Un peu comme ce qu'on a vu avec le roi Njoya, inventeur de l'écriture Showman. Exactement, je dirais plutôt quand même mes tableaux, mes pinceaux, je parle, j'interpelle et j'interroge. Vous maîtrisez aussi bien le secret des médicaments. Vous êtes bien pharmacien également. Je suis pharmacien de formation, pharmacien des hôpitaux, aussi pharmaco-économiste. Et mon co-auteur, Serge Ngenga, c'est un artiste de l'écriture. Et vous êtes quoi, chimiste de l'art? On peut dire ça, on peut dire que je suis chimiste de l'art. Le peintre Cayenne, tenant d'une histoire de la peinture sur plus de 2 siècles et exhumé dans le cadre du livre que nous tenons actuellement, Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, tableau et texte sur la culture de la vie du peuple Bamoun. Comment en êtes-vous arrivé là? Est-ce ce que vous aviez écouté en 2007 qui vous a tant révolté? Oui, c'est vrai que tout est parti du fameux discours de Dakar, le discours du président Sarkozy où il disait que l'homme noir n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de réactions, notamment du côté des intellectuels, des politiques. Chez les intellectuels, je dirais par exemple Alain Mamako, que tout le monde connaît. Il avait réagi en disant l'homme noir n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire parce que l'homme noir est déjà l'histoire. Rappelant aussi au passage que la France était cousue de fil noir. Côté politique, je citerai 2 personnalités. Le président sud-africain d'époque, M. Thabo Mbeki, qui lui avait trouvé le discours très bon. Le président camerounais Paul Biya, qui lui avait dit que ce discours méritait d'être lu et relu. Donc ça veut dire qu'il fallait réfléchir sur ce discours-là, à plus d'un titre. Parce que nous avons cette tendance en Afrique, ou nous-mêmes Africains, de par le monde, y compris dans la diaspora, à nous plaindre. Quand c'est pas l'autoflagellation. Effectivement. À un moment donné, je me suis dit, il faut sortir du mur des lamentations. Aller droit au but, être créatif. Répondre, mais répondre positivement. Et c'est ainsi que je me suis mis à cogiter, à dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à donner une réponse au président Sarkozy? Mais bon, j'avais pas d'outils. Parce qu'il faut savoir qu'en 2007, j'étudie l'histoire de mon royaume. J'étudie l'histoire de mon peuple. Mais je suis pas artiste. Je peins pas. Je sais même pas peindre. Ce n'est que plus tard, en 2010, que là est venu à moi. À l'époque, je travaillais comme pharmacien dans le Borinage, dans la ville de Jemap. C'est une belle région de la Belgique. Alors j'y travaillais et je prenais des cours de musique, des cours de piano à l'école d'Anfut. Et c'est l'école qui a formé Salvatore Adamo. Donc le château était pas loin de chez moi. Donc j'étais à l'école d'Anfut. Et un jour à la pharmacie, j'ai eu une patiente qui est rentrée, qui a pris des médicaments, qui est revenue m'interpeller parce qu'elle voulait me présenter ses toiles. J'ai accepté de regarder ses toiles. C'était tellement joli que je lui ai dit, mais tiens, j'appréciais. Et à la fin, je lui ai posé la question, comment est-ce que vous avez pu imaginer que je pouvais aimer l'art? Elle m'a dit, ma meilleure amie tient l'école de musique de la ville. Elle m'a parlé de vous et m'a dit, vous prenez les cours là-bas. Alors, un pharmacien qui prend les cours de musique de façon assidue, c'est forcément un artiste qui s'ignore. Je dis, ah bon, j'étais émerveillé, je lui ai posé la question, et c'est à partir de cet instant qu'elle va me donner mes premiers cours de peinture. Les mélanges de peinture, les couleurs primaires, les couleurs secondaires et tout. Et là, cette passion va naître. C'était en 2010, et à partir de là, je suis reparti de cette région-là, plus comme pharmacien, mais comme artiste. Et donc, du coup, j'avais la possibilité de réaliser dans ce vœu, répondre à ce chef d'État européen en créant des œuvres qui parlaient donc de l'histoire de mon peuple. Et pour terminer, ce qui m'est arrivé dans cette région, dans le Borina, là, est arrivé aussi à quelqu'un d'autre, bien avant moi. En décembre 1878, il y a un évangéliste hollandais qui est arrivé dans la région pour travailler comme évangéliste. Il a essayé de travailler, après il a eu un contrat de travail. Au bout de 6 mois, son contrat fut rompu. Il fallait qu'il reparte. Mais il est resté sur place. Et pour s'occuper, il s'est mis à peindre. Il a appris à peindre dans la région et il est devenu très célèbre. Je n'ai pas la prétention de peindre comme ce monsieur, comme ce grand homme, qui n'est autre que Vincent Van Gogh. Donc Vincent Van Gogh, il a
Puis il s'est mis à l'art, il s'est révélé dans la même région où l'art s'était révélé à moi. Donc c'est pour la petite comparaison, mais je ne pourrais jamais peindre comme ce grand maître. Et lorsqu'on vous parcourt, c'est avec émerveillement, bien sûr, les tableaux qui illustrent ou qui accompagnent les textes poétiques. Eh bien, on nous dit que votre maître mot serait de déformer la réalité comme pour susciter l'émotion. Tout à fait. Alors, disons déjà que c'est pertinent ce que vous dites. Parce que l'art, certaines personnes pensent que l'art, c'est la recherche du beau. Mais le beau dans le sens de la joliesse, de l'agrément. Or, ce n'est pas ça. L'art que je fais, c'est pas pour les touristes. Je ne recherche pas l'agrément. Parce que l'art, pour moi, c'est quelque chose qui doit pouvoir toucher nos sens et interpeller ceux qui vont contempler les œuvres. Parce que l'art part de l'esprit, mais s'adresse au cœur, au corps tout entier. Donc, c'est pas vraiment le beau qu'on cherche, mais le beau dans le sens premier, mais plutôt le beau dans le sens profond. Mais là, d'aucuns diraient également que l'art, c'est imiter. Certains grands peintres ont réussi quand même à réaliser des merveilles. Le courant qu'on appelle le réalisme. Le réalisme, oui. Avec les peintres florentins. Exactement. Le réalisme reproduit le réel, mais seulement il y a un piège. L'apparence perçue par nos sens est très loin de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc, je ne suis pas de ceux qui font de l'imitation, ceux qui font du réalisme et tout. C'est peu satisfaisant pour moi, donc, parce que l'art d'imiter est très très loin de la réalité. La mimésis. La mimésis. Alors, il s'agit bien dans ces constances expressives de ce mot d'expression de l'art tembé. Tout à fait. Alors, quand j'arrive sur le plateau des Guyanes, je découvre l'art tembé, ou alors le tembé. Pourquoi j'insiste sur le tembé? Parce que certaines personnalités, certains sachants, notamment Madame Taubira, Monsieur Eddie Stevenson, pense que parler de l'art tembé, c'est réduire ce courant à sa plus simple expression. C'est de l'art. Mais il ne faut pas dire l'art tembé, parce que c'est quelque chose qui est méconnu. Parce que le tembé, si vous voulez, c'est l'expression culturelle, spirituelle, sociale d'un peuple. C'est l'âme d'un peuple. C'est une expression qu'ont amené quand même sur les plateaux de Guyane hors d'Afrique, ces Africains déportés, arrachés de force d'Afrique. Et donc, pour communiquer, ils ont créé une forme d'expression, une forme d'écriture qu'on se retrouve dans le tembé. C'est ça le tembé, parce que le tembé, c'est beaucoup plus que de l'art. C'est trop profond, c'est des messages. C'est aussi bien de la spiritualité. Et donc, parler d'art, c'est perdre l'essence même du tembé. Et donc, quand j'arrive, je vois le tembé, je l'analyse et je me rends compte que le tembé a vraiment pratiquement l'essence de l'art, de ce qu'on peut aussi appeler l'approche artistique Bamoun. Notamment la base du tembé qui est l'entrelac, dans l'union, l'unité de la famille, l'unicité, qu'on retrouve aussi dans l'art Bamoun. Parce que l'entrelac Bamoun est très célèbre, aussi bien comme l'entrelac celte et l'entrelac breton. D'accord, tout en baignant dans une spiritualité primordiale dont l'énergie serait le cas, c'est-à-dire force vitale de l'énergie selon l'Égypte kamite. Tout à fait. Alors, disons qu'avant d'arriver sur le plateau de Guyane, j'ai un peu bourlingué. Je suis de Foumban, donc je suis né à Foumban. Foumban, nous le rappelons, c'est dans le Noun, le département du Noun, tout à fait. De l'Ouest, oui. Alors, si vous allez à Foumban, le quartier artisanal, vous avez un grand musée. C'est essentiellement des membres de ma famille. J'ai baigné. Donc, je pars déjà du Cameroun avec ce penchant pour l'art, de façon innée. J'arrive en Europe, je fais mes études à Bruxelles, je baigne dans l'art, mais il y a le courant Magritte qui m'intéresse, qui m'interpelle. J'aime beaucoup ce qu'a fait Magritte, le surréalisme et tout. Donc, j'ai une influence dessus de Magritte. Et faut pas non plus oublier que dans la dernière moitié du siècle dernier, il y a eu un nouveau mouvement artistique qui a dominé le monde, qu'on appelle le mouvement Cobra. Le Cobra qui trouve son explication dans les initiales des villes où étaient représentés ces artistes-là. Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Tout à fait. Juste, donc oui. Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. C'est ça qui fait le Cobra. C'est les initiales de ces villes-là. Et donc, j'étais aussi influencé un petit peu par le mouvement Cobra. Ensuite, il y a la Grèce. Et quand j'arrive sur le plateau de Guyane et que je suis face au tembé, j'ai essayé de créer une sorte de créolisation de l'art. Donc, j'ai fait ce mélange-là qui a donné ce que j'appelle le tembaka. Donc, il y a le mélange de l'influence européenne, l'influence noir-marron, donc le tembé, l'influence artistique Bamoun, auquel j'ai donc ajouté le ka, qui est l'esprit évolué, l'esprit supérieur qui nous vient d'Égypte pharaonique et tout. Le ka, c'est dans l'Égypte antique, dans l'ancestralité africaine égyptienne, on nous dit le ka, c'est cet esprit qui naît avec un être humain. C'est son double. Le principe de l'évou, tout à fait, par exemple, chez les peuples bantous. Voilà, et exactement. Qui est à côté, qui vit avec et qui repart avec. C'est le double, donc c'est la matrice humaine, c'est l'énergie vitale. Et ça, c'est primordial, c'est essentiel. Donc c'est ce que je viens rajouter quand même à cette créativité, à cet art-là, et qui donne quand même un certain, bon, d'aucuns diraient un certain mysticisme. Justement, mysticisme, c'est le mot. En effet, une œuvre d'art ne peut être conçue, réalisée, exposée qu'avec les émotions de l'artiste qui transmet un message, une vision
vision ou sa vision du monde et parfois même ses névroses. Dites-nous, est-ce que vous peignez pour transparaître vos névroses? Est-ce que vous vous soignez à travers l'art-thérapie? L'art-thérapie, c'est vrai. Mais l'art, c'est aussi beaucoup de méditation. Un peu de folie aussi. Parce que pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir l'inspiration, il faut parfois se couper du monde. Parce qu'il faut savoir que l'art n'est pas le lieu de l'explicite, hein. C'est le lieu de l'implicite, du superficiel ou de l'apparent. Parce que l'art défie nos sens, mais s'adresse à nos cœurs. Et là, nous avons deux concepts, hein. La recherche de vérité, basée sur deux concepts, le concept de vérité de raison et vérité de cœur. Et donc là, l'artiste, c'est quelqu'un qui finalement va apparaître comme un transmetteur. Il transmet un message qui vient d'où parfois il ne le sait pas, mais il doit le transmettre parce que l'artiste, c'est le canal entre l'ordre cosmique et la matérialité humaine. Donc l'artiste permet de révéler la vérité. Libérer ce feu sacré qui consume en vous. Tout à fait, non seulement en nous, mais aussi dans le monde. Voilà. Et dans la perception de tout cela, on est précisément dans l'archétype même de cet artiste angoissé. On en a fait qu'à tout à l'heure, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que l'artiste, il est quelque part un peu dérangé aussi. Rassurez-vous, au début, quand j'ai commencé à peindre, je peignais et tout, je trouvais que j'étais un peu fou. Ma maison était parfois sans dessous. Je m'en inquiétais. Mais jusqu'au jour où, parcourant un ouvrage d'art, je suis tombé dans le salon de Picasso dans son salon. J'étais rassuré. Il avait encore plus de bordel que moi. Théo Van Gogh, Vincent Van Gogh. Mais Van Gogh aussi, c'était pas mieux. Qui n'a vendu qu'une toile de son vivant et une gloire posthume. Absolument. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que certains artistes ne sont pas reconnus de leur vivant. Mais c'est à la mort qu'on se rend compte quand même du message qu'ils transmettaient, du message dont ils étaient porteurs. Mais l'inspiration, elle ne vient pas tout le temps. Vous ne pouvez pas la commander. Pour utiliser une expression si chère au Cameroun, quand l'artiste va créer, ça sort comme ça sort. Et nous allons illustrer cela par cette belle citation de Vincent Van Gogh. N'oublions pas que les petites émotions sont les plus grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là, nous y obéissons sans le savoir. Attention, Vincent Van Gogh a dit ça? Oui. Mais ça me rappelle quelque chose. Je vous fais une confidence. Pendant tout mon séjour à l'université, dans ma chambre universitaire à Bruxelles, j'avais imprimé en gros une phrase qui m'a accompagné pendant tout mon cursus universitaire. Et cette phrase disait ceci: ce ne sont pas les grandes joies qui comptent, mais les petites. Et il faut en jouir au maximum. Cette phrase de Van Gogh m'a rappelé cette phrase-là. Et c'est curieux. Pour vous qui nous retrouvez, madame, monsieur, nous sommes sur le poste national de la CRTV et nous recevons Samuel René Péfoura, co-auteur du livre intitulé Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, des tableaux et textes sur la culture, la vie du peuple Bamoun, l'histoire de la peinture, plus de 2 siècles mis en exergue du réalisme au surréalisme en passant par l'impressionnisme et le cubisme. Il est loisible de constater que votre liberté artistique se nourrit et s'exprime sans s'enfermer dans un courant pictural identifiable. C'est vrai, je pense que cela dénote déjà de mon parcours personnel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai baigné dans plusieurs courants artistiques, donc ce qui m'a donné quand même une certaine liberté, de création, parce que j'aime pas non plus être enfermé quelque part, j'aime avoir ma liberté. Donc dans mes créations, vous verrez assez facilement du surréalisme un peu à la Magritte, vous verrez un peu d'impressionnisme, j'en ai fait, donc le réalisme aussi pour m'amuser, et aussi de l'abstrait, il y a de l'abstrait aussi. J'aime pas beaucoup, mais bon, il y a l'abstrait, beaucoup de gens aiment l'abstrait, donc de temps en temps, pour m'amuser, j'en fais quelques œuvres. D'ailleurs, d'ici 2 semaines, je vais attaquer une autre approche artistique, le pouring, hein, donc je vais faire quelques toiles en pouring, quoi. Voilà. Je l'ai promis à ma fille. En examinant justement vos tableaux par des textes d'inspiration de Serge Gungan, votre co-auteur prolonge, pour ainsi dire, la vision de votre œuvre et nous invite, c'est là que ça devient intéressant, à la découverte d'un peuple en Afrique qui a su, malgré le contact avec l'Occident, maintenir son originalité, livrant ainsi 21 siècles de la vision de père fondateur du royaume Bamoun. Et si on commençait par l'Ophone Charienne, nous remontons le curseur de l'histoire à 1394. Ce voyage dans le temps, le premier, c'est le roi Charian. On ne pouvait pas non plus commencer une œuvre sur l'histoire de ce peuple sans parler de ce roi-là. Son génie, c'était un fin stratège, hein, qui a fondé le royaume en 1394 dans la ville qu'on appelait Jimom. Hein. Au moment où il crée ce royaume,
il y a un acte fondateur et une déclaration qui déclare la création du royaume et la capitale qui à ce moment a été placée en Jimam. Et là, il va mettre en place, il y a déjà une sorte de collégialité, un conseil supérieur d'un com intronisateur, et en même temps, le conseil supérieur d'un Ngengu, donc ceux qui gèrent le pays. Alors, à ce moment, si vous analysez très bien l'approche, ces deux conseils, ils fonctionnent comme deux chambres dans une démocratie moderne, donc la chambre haute et la chambre basse. C'est formidable. Voilà déjà l'acte que ce peuple pose au moment où il se crée. Donc, il y a déjà cette vision de la démocratie, cette approche démocratique de la gestion donc de la République. Chahrian, 24 ans de règne, qui par l'esprit pharaonique sorti du lointain Nil avec le fleuve Noun. Y a-t-il des similitudes? Disons qu'il y a beaucoup de similitudes. Et selon Hérodote, l'Égypte était un don du Nil. Les crues du fleuve ont permis à l'Égypte pharaonique de s'épanouir, suscitant convoitise et admiration de la part de ses voisins. Peut-on en dire autant avec le Noun? Fumban est-il un don du fleuve Noun? On peut le dire. Oui. Mais bien entendu, le Noun, en copte, c'est-à-dire en égyptien ancien, veut dire océan céleste. Donc vous voyez tout de suite ici qu'au niveau dans l'ancestralité égyptienne, dans l'Égypte antique, pour eux, l'océan céleste avec pour nom le Noun. Et quand ceux-là descendent, ils vont donc s'établir dans une région qui est entourée par un fleuve qui s'appelle le Noun. Et le seul endroit sur cette terre où il y a un fleuve baptisé Noun, c'est chez les Bamoun. C'est quand même curieux comme coïncidence. Si bien illustré par un tableau de l'océan céleste au Noun, dans votre ouvrage. Ainsi, de Chahrian à Fon Bombo Njoya, en passant par le roi Ibrahim Njoya, sultan roi des Bamoun, nous avons toute la dynastie qui retrace et est magnifiée comme des chansons de gestes des héros. Mais il vous a plu également de mettre en vitrine, d'observer sous vos coups de pinceau inventifs autre chose, les festivités telles que Fardoum. Tout à fait. Nous sommes à la page 72. Est-ce un adoubement ou une allégeance? Page 72. Alors vous avez tout dit. Je crois que j'ai plus besoin de. Parce qu'on voit un monsieur qui. Voilà, j'ai plus besoin de répondre à votre question. Ça veut dire tout simplement que l'artiste a atteint plus ou moins son objectif. Parce que là, vous venez de dire exactement ce que c'est. Il s'agit d'allégeance. Alors le roi Bamoun gouverne avec des rois vassaux qui lui font allégeance. Et ça, on le revoit de façon nette pendant les festivités d'Ongwan, au moment où les rois vassaux descendent et qui vont faire allégeance au roi de façon théâtrale mais c'est la réalité. Donc sur ce tableau là, vous voyez le roi qui est debout et il y a un roi vassal qui lui fait allégeance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça. Donc Fantu, c'est ce qu'on appelle les fonatures, c'est-à-dire celui qui donne, qui fait allégeance. Fantu, ma Fantura. Et cela est si bien raconté et même illustré dans votre ouvrage au chapitre Festivités en pays Bamoun, vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. Alors, avez-vous la prétention de faire de l'histoire ou l'histoire de l'art? J'ai pas la prétention de faire de l'histoire parce que je suis déjà pas historien, pour commencer. Il s'agit quand même d'une approche de peinture d'histoire. Mais tout à fait, tout à fait. L'histoire, c'est quelque chose de tellement sérieux qu'on ne peut pas la laisser entre les mains de celles historiens. Ça, c'est un fait. Mais les historiens, l'histoire, c'est une spécialité qu'il faut respecter. Alors, nous apportons donc des éléments pour permettre aux historiens, peut-être, de creuser encore davantage. Parce qu'il faut savoir que l'histoire, c'est des connaissances par document. Or, tout document est lacunaire. Donc, l'historien va raconter une histoire, il va écrire, il a sa connaissance, mais ces connaissances peuvent avoir quelques lacunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire, elle est souvent racontée par les vainqueurs. N'êtes-vous pas précisément en train de nous dire de manière implicite que le véritable document historique, c'était la peinture, les peintures rupestres? Mais tout à fait, parce que les peintures rupestres... Un peu comme on voit dans les grottes de Lascaux. Justement, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est la source même de ce qu'on peut appeler aussi là. Donc, les peintures trouvées dans les grottes de Lascaux. Et c'est pour ça que quand le chef d'État dit que l'Afrique noire n'était pas suffisamment rentrée dans l'histoire, mais ça faisait rigoler. Parce que ceux-là qui exprimaient à travers quand même des dessins, des graphismes sur des roches, ils racontaient des scènes de vie. Quand on a découvert l'Égypte pharaonique, les fresques, mais c'est de l'histoire. L'obélisque, vous voyez, c'est de là, mais à travers ces arts-là, il y a un message. Il y a des récits de vie. Or, l'histoire, c'est aussi le récit, c'est aussi basé sur le récit. Regardez, par exemple, vous avez tout à l'heure parlé des artistes de Florence. Prenons Buonarroti, les œuvres de Buonarroti. Quand le pape Jules II lui demande de faire D'ailleurs, le pape II veut le punir en lui demandant de peindre le mur. Il est sculpteur. Il veut pas. Mais il fuit
parce qu'il n'a pas d'inspiration pour faire quelque chose. Et c'est dans sa fuite qu'il aura dans cette inspiration pour créer la création. Cette magnifique fresque qu'on peut voir dans la chapelle Sistine au Vatican. Et il a d'ailleurs suscité beaucoup de jalousie du côté de Léonard de Vinci. Absolument. Qui était fâché parce qu'on a fait venir un sculpteur de Florence alors qu'il était là. Lui prendre ce marché, comme qui dirait. Absolument. Et même aussi, plus parlons-en, Léonard de Vinci. Oui. Quand vous voyez la scène de Léonard de Vinci, la scène, mais ça renvoie au dernier repas de Christ. C'est de l'histoire. Même la Pietà de Buonarroti, plus connue sous le nom de Michel-Ange. La Pietà, symbole de Jésus qui est descendu sur la croix et entre les mains de la Vierge Marie. De la Vierge Marie. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait de Marie dans cette fresque-là? Il a rajeuni Marie, donnant une certaine virginité physique, visible à Marie, de portant son fils. Donc vous voyez, Et de ce point de vue, on a besoin de l'artiste pour intelliger le sacré. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que l'artiste répond beaucoup plus à la vérité de cœur. Parce que l'art, par de l'esprit, il défie les sens. Mais il s'adresse au cœur et s'adresse à notre corps. Une approche de peinture d'histoire, est-ce qu'il y a des épigones qui ont contribué à vous mettre le pied à l'étrier? Avez-vous des maîtres? J'ai un maître. Et mon maître, c'est Ibrahim Joya. Premier artiste. Ibrahim Joya, c'est le premier artiste camerounais connu. Mais c'est pas le roi Ibrahim Joya, parce qu'il portait le même nom que le roi Ibrahim Joya. Et il était le script du roi Joya. Donc Ibrahim Joya, c'est un très très grand artiste. Ce tableau existe. Et c'est le premier Africain noir à avoir réalisé une bande dessinée. C'est fabuleux. Vous voyez tout ça? Le génie des Africains avant le contact avec les Occidentaux. Et Ibrahim Joya, c'est lui qui va dessiner la toute première carte en 2D du royaume Bamoun en 1910. Avant Mars Moselle, qui dit-on a fait la carte du Cameroun. Absolument. Absolument. Mais ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Oui. On avait le savoir. Le roi Joya, vous l'avez dit tout à l'heure, il a créé une écriture, l'écriture Akaoko, dont la version enseignée aujourd'hui, la dernière version est appelée Akaoko Mfenfe. Près de 500 caractères imagés qui renvoient à une réalité précise. Tout à fait, qui est assez proche des hiéroglyphes. Et c'est le lieu également de le mentionner. Vous avez parlé tout à l'heure du Dembé. C'est l'art pratiqué par les Noirs marrons dans les plateaux de Guyane. Mais ce qu'il faut savoir également, que quand Joya a créé son écriture en 1896, 14 ans après, c'est-à-dire 1910, lors du passage de la comète Halley, il y a un Noir dans le plateau de Guyane, également, du nom de Afaka Atomissi. Il a aussi eu un rêve comme Joya. Et il a créé une autre écriture qu'on appelle l'écriture Afaka. Et cette écriture, basée également sur des pictogrammes, des idéogrammes, un peu comme les hiéroglyphes, est très souvent comparée à l'écriture de Joya. À une époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication. Il y aurait eu commerce spirituel entre ces deux grands esprits. Mais disons que tout ça... Une connexion ancestrale. Je vais plutôt paraphraser Cheikh Anta Diop en disant que tous ces gens-là ne font que révéler un legs qui vient de l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique, elle était noire. Et nos ancêtres de la vallée du Nil, c'est eux qui ont inventé un certain nombre de choses. La philosophie, la science, les sciences humaines, les mathématiques, même le monothéisme. Donc, nous devons aller chercher dans le passé pour nous réapproprier quand même notre passé et comprendre le monde d'aujourd'hui. Et pour comprendre précisément cette communication par la pensée. Alors, tableau, texte sur l'histoire, la culture, la vie quotidienne du peuple Bamoun, histoire de chasse racontée. Vous l'avez dit tout à l'heure, du point de vue du chasseur. Vous avez décidé de faire de l'auto-édition. Que redoutiez-vous des fossoyeurs de l'histoire? Disons que j'ai toujours pensé qu'il n'y a personne d'autre que moi pour me raconter. Donc l'Afrique se développe pas avec les Africains ou elle se développera pas du tout. Notre histoire doit être réécrite par nous-mêmes, mais pas par les autres. Et ici, nous avons tout de suite le triptyque histoire, mémoire et oubli, si cher à Paul Ricoeur, lequel Paul Ricoeur parle d'identité narrative. Donc l'histoire, quand elle est racontée, la personne qui raconte a parfois son penchant, sa vision. Quand on raconte l'histoire, soit c'est pour dire des belles choses, soit c'est pour dire des mauvaises choses. Or, la vie, elle n'est pas que soit belle ou mauvaise. Donc c'est un peu de deux. Donc l'identité narrative, c'est quelque chose que Paul Ricoeur a développé et qui est très très intéressant. Parce que l'identité n'est pas fixe. Oui, figée. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée, elle n'est pas statique. Donc l'identité, idem, elle est évolutive. Donc l'identité ipsée. Et donc c'est cette ipséité-là qui nous permet de temps en temps de revoir le passé. Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, 161 pages richement documentées. C'est aussi un hommage des plus appuyés du Chairman Hack Jammer Connection et bien sûr la critique artistique de l'artiste sculpteur américain Nigel Baynes. Tout à fait. Alors il faut savoir, cet ouvrage, Vision et grandeur du peuple Bamoun, c'est le nouveau bébé des Aljammers. Donc c'est un produit de Aljammers. Mon co-auteur est membre des Aljammers, mon infographe
est membre de Ajamers. Et donc, la critique artistique et tout, Nigel, c'est aussi le responsable de la Fondation Model of Humanity, avec lesquels nous travaillons en synergie, qui est un très très grand artiste, un professionnel au pair. Et cet ouvrage fait suite à la première conférence que nous, à Jamers, nous avions organisée en Guyane française, aux côtés de la communauté camerounaise de Guyane, en juin 2018, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. On a fait une conférence où on est allé dans un pari fou, parler de l'Afrique ancestrale au milieu de déportés d'Afrique. Il fallait le faire et il n'y a que les Jamers pour tenter ce genre de pari. Nous l'avons réalisé et ce fut un succès mémorable. Et en plus, qui a suscité beaucoup de recherches, de tests via les tests d'ADN, de la part de nos frères des Caraïbes et aussi des Antilles françaises. Entraînant dans la foulée une descente sur la terre de leurs ancêtres, ces afro-descendants. Absolument, parce que la reconnaissance ancestrale, elle est indéniable. Pour que l'Afrique se développe véritablement, il faut que l'Afrique fasse le deuil de ses enfants partis. Les Noirs marrons, ceux qui ont refusé d'être réduits en esclavage. Tout à fait. Les Noirs marrons, ce sont ces Noirs déportés, arrachés de l'Afrique, mais qui n'ont jamais accepté d'être arrachés de leur terre. Ils se sont battus, partant de Bimbia, dans le golfe de Guinée, vers des destinations multiples. Ils se battaient, ils se bagarraient lors de la traversée. Et donc certains ont été tués, abandonnés au fond de l'eau. Et quand ils sont arrivés sur des continents où on les a amenés, soit en Amérique latine, ils ont continué à se battre. Et en se battant, ils ont obtenu leur liberté. On ne leur a pas donné une liberté. Ils ont arraché leur liberté. Et ils vivent de façon digne. Ils ont refusé de se compromettre. Ils ont gardé l'originalité africaine. Je pense que l'Afrique gagnerait énormément à connaître ce peuple-là, ces Noirs marrons-là. Et ils vous ont accueillis à bras ouverts. Effectivement, ils vont... Là, vous me posez une colle. Je vais vous dire que ça n'a pas été facile. Parce que dans le plateau de Guyane, vous avez 6 grandes communautés. Vous avez les Saramaka, vous avez les Paramaka, vous avez les Matawai, vous avez les Kwinti, vous avez les Aluku et vous avez les Okanishi. C'est qu'on appelle vulgairement les Juka. Mais en fait, ce sont des Okanishi. Parce que Juka est péjoratif. Et en Guyane française, la communauté la plus représentative par le sommet, donc pas le chef, pas le roi qu'on appelle le grand man, c'est la communauté des Aluku. Donc les 5 autres communautés, ils ont leur grand man, dont le roi, du côté du Suriname. Et c'est le lieu ici de saluer le grand man Albert Abiokoni, grand man de Saramaka. Je ferai tous les efforts pour lui faire parvenir une copie de cette émission si vous m'en donnez copie. Ces grands-mans-là, ils ont une haute pensée de l'Afrique et surtout du Cameroun. Parce que pour ces gens-là, le Cameroun, c'est un pays sacré. Mais parfois, c'est nous, Camerounais, qui ne savons pas dans quel pays nous vivons. Ce pays, il est sacré. Et donc, pour approcher ces détenteurs du savoir ancestral, ça n'a pas été facile. Vous avez parlé à bâton rompu. Si, ils m'ont reçu. On a parlé à bâton rompu. Mais pour me recevoir, ils ont consulté les oracles 4 fois. Ça, c'est une révélation que je vous fais là. Et à chaque fois, ils ont dit que le feu était vert. Ils pouvaient me recevoir. Et je puis vous dire que lorsque j'ai dit à certaines hautes autorités de la Guyane que j'avais été reçu par des grands mans, ils m'ont demandé comment j'avais fait pour être reçu. Vous êtes-vous senti un élu pour autant? Je ne sais pas si je suis un élu, mais j'observe quand même beaucoup de bizarreries autour de moi. Je sais que je suis peut-être un homme, je sais pas comme les autres, peut-être un fou, mais bon, mais c'est comme ça. Mais bon, ils m'ont reçu, ils ont parlé, mais ils ont à cœur de fouler le sol du Cameroun. Tableaux et textes sur la culture, la vie du peuple Bamoun, paru chez SPN Éditions, créé pour la circonstance, on va le rappeler. Où trouve-t-on ce livre? Alors, ce livre, pour l'instant, nous recherchons au Cameroun des distributeurs. Ce livre est disponible à Yaoundé, mais s'il y a des distributeurs qui sont intéressés par cet ouvrage-là, ils peuvent nous contacter. Nous avons une page internet. Vous avez la page internet de l'artiste déjà lui-même, Sampef, sur Instagram aussi. Et il y a tous les liens possibles pour pouvoir acquérir le livre. Il y a un lien internet pour l'achat et très rapidement, le livre sera aussi disponible sur Amazon. Mais les livres physiques, on les a sur Yaoundé. On les a également sur Douala. Ils seront en librairie à Bruxelles, je pense, dès la semaine prochaine, si ce n'est déjà pas le cas. Il est en vente aussi sur Paris, sur Cayenne, en Guyane, et probablement aussi en Amérique du Nord. Donc c'est Sampef, puisque c'est ainsi que vous signez vos toiles, avez-vous des feedbacks? Avez-vous le sentiment, au-delà d'être du chauvinisme, cet ouvrage pourra se départir d'un apparent esprit de clocher qu'on pourrait lui prêter pour s'adresser aux citoyens du monde? Bon, notre souhait, c'est quand même que cet ouvrage puisse sensibiliser le plus grand nombre possible, parce que le monde doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous devons aller chercher ce que les autres ont fait et leur proposer aussi ce que nous avons fait, ou du moins ce que nos ancêtres ont fait. Et ce que j'ai remarqué à la sortie depuis la dédicace, l'engouement qu'il y a eu autour de cet ouvrage, la réception, ça nous a fait réfléchir et nous donne également des éléments d'espoir.
d'espoir que tout n'est pas permis et que nous devons véritablement réécrire notre histoire ou encore permettre quand même à un grand nombre de revisiter notre histoire. C'est le sens de notre démarche. Ici, nous avons parlé de l'histoire du peuple Bamoun sur cette thématique-là, mais il faut savoir que c'est un voyage vers la connaissance de soi. Actuellement, nous avons déjà entamé un travail similaire sur l'histoire de la Guyane. Nous avons déjà réalisé quelques toiles sur l'histoire de la Guyane. On va continuer. Il y aura également un travail sur l'histoire d'autres peuples du Cameroun, parce que bon, notre histoire, elle est riche et elle mérite d'être connue, aussi bien par nous et que par les générations futures. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de l'histoire d'un peuple, mais du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, passez notre bon souvenir à votre co-auteur, Serge Gunga. Merci, c'est avec plaisir. La prochaine fois, on sera tous les deux et vous découvrirez ce grand homme. Serge René Péfoura, alias Sampef, auteur de l'ouvrage Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, tableau et texte sur la culture, la vie du peuple Bamoun. Merci d'être passé sur le poste national CRTV et bien du courage pour le reste. Merci beaucoup, monsieur Anissé. Que de vent favorable. Merci beaucoup. Puisse Dieu vous entende. Et nos ancêtres aussi.